Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous avions abordé la dernière fois, il y a déjà 3 mois, après 3 mois d'emprisonnement pour cause de virus, le virus de la peur, le virus de la panique, en attendant le virus de l'esclavage sous la férule d'un nouveau dieu qu'il s'appellera Jupiter ou autre, nous avions abordé la croisade contre-révolutionnaire 1857-1869. Nous avions d'abord abordé la question du réveil du peuple équatorien en 1857, l'opposition parlementaire 1857-1859 et le soulèvement national en 1859 qui fit voir le jour à un gouvernement provisoire qui permit à l'Équateur d'être débarrassé de ces 2 hommes si néfastes, Urbina et Robles. Et il restait un 3e larron, Franco. Donc l'Équateur, délivré d'Urbina et de Robles, il restait Franco, le traître qui ne rougissait pas de s'appuyer sur l'invasion étrangère pour accaparer le pouvoir suprême. Il s'agissait donc maintenant pour García Moreno de l'envoyer rejoindre ses 2 compagnons, Urbina et Robles. Alors, le gouvernement provisoire représentait presque toute la nation. À ne considérer que la volonté populaire, García Moreno et ses collègues avaient pour eux le droit. Mais comment vaincre et comment désarmer l'usurpateur? Comment tenir tête à 5 ou 6 000 Péruviens qui étaient alliés des soldats de Franco? L'expérience lui avait appris qu'une victoire était impossible sans armée régulière. Alors, García Moreno commença par envoyer au camp de Guaranda des recrues destinées à former le noyau des troupes libératrices. Les bataillons d'Urbina, sur lesquels il comptait moins, restèrent en réserve à Riobamba. Il fit ensuite un appel chaleureux aux volontaires qui accoururent de toutes les provinces pour contribuer au salut de la nation. Mais si les jeunes gens arrivaient de tous côtés, l'effectif des compagnies diminuait au lieu d'augmenter en raison des désertions. Donc García Moreno résolut d'employer les grands moyens. Il annonça dans les casernes que dorénavant tout déserteur serait immédiatement fusillé. Et à partir de ce moment-là, les chefs ne constatèrent plus une seule désertion. Pour trouver des ressources, afin d'entretenir cette armée, il mit à contribution la volonté de tous. Ce qu'il ne put obtenir du libre sacrifice, alors il l'exigea par des réquisitions, par des impôts répartis avec justice, avec impartialité. Et ses ennemis les plus acharnés n'osèrent jamais articuler à ce sujet une plainte contre lui. Quant à l'armement, il se trouvait aux mains de Franco, qui se disposait à le braquer contre le gouvernement provisoire. Donc García Moreno décida alors de transformer une grande manufacture de coton de l'un de ses amis dans l'hacienda de Chillo pour en faire une fabrique d'armes.
Et par ses soins, les vieux canons, les fusils hors service qui avaient été trouvés dans les arsenaux de Quito et d'autres qu'il réussit à introduire dans le pays furent transportés sur ce chantier, improvisés, où, à force de retouches, de recherches, de combinaisons, il parvint à les transformer et à leur donner la justesse et la sûreté. De là vont sortir des boulets, des obus, de la poudre, d'autres munitions, etc. Avec cela, les jeunes recrues seront armés. Ce furent des travaux, des études pour calculer avec la précision mathématique exigée en pareille matière. Garcia Moreno renseignait les ouvriers sur chaque branche de leur art et surveillait lui-même chacune de leurs opérations. Alors, tout en se préparant à la guerre, Garcia Moreno ne désespérait point encore d'arriver, malgré tout, à un arrangement pacifique. Dans les premiers jours d'octobre, c'est-à-dire un mois après la chute des dictateurs Urbina et Robles, il se rendit à Paita pour une dernière entrevue avec Castilla. Et c'est lors de cette entrevue, Castilla, président du Pérou, que Castilla, poussé dans ses derniers tranchements, dévoila ses batteries, demandant formellement comme condition du retrait des troupes la cession du territoire en litige. Donc, indigné d'une conduite aussi déloyale, Garcia Moreno répondit que jamais le gouvernement de Quito n'accepterait une proposition absolument contraire à la justice et à l'honneur national. Donc en vrai chevalier qui met sous le pied toute répugnance, surtout quand le salut de la patrie est en jeu, il condescendit à s'aboucher avec le traître Franco pour lui proposer une dernière fois d'unir leurs forces contre l'ennemi commun. Mais Garcia Moreno essuya un échec et après avoir passé tout le mois d'octobre en négociations infructueuses, il reprit alors la route de Quito pour visiter les troupes. À peine avait-il quitté Guayaquil que des scélérats armés de poignards, de revolvers s'élancèrent à la poursuite de Garcia Moreno, mais en vain. Cependant, à peine après avoir échappé au Siquaire, Garcia Moreno tomba dans une embuscade, plus dangereuse encore, où son âme héroïque sut déployer toute son énergie. Après la fuite d'Urbina, les troupes, en grande partie rattachées au gouvernement de Quito, se trouvaient casernées à Riobamba. Tout naturellement, Franco, pour amoindrir les forces du gouvernement provisoire, entreprit de gagner à sa cause les vétérans d'Urbina et de Robles, dont il connaissait très bien l'esprit d'indiscipline. Ayant parmi les officiers des amis d'ancienne date, il ne lui fut pas difficile de renouer des liens avec eux et semer ainsi au milieu des régiments discorde et rébellion avec la complicité de Castilla. Après avoir visité les troupes qui étaient campées à Guaramba, il arrive, Garcia Moreno, le 7 novembre à Riobamba pour s'y reposer quelques jours. Et en pleine nuit, ses serviteurs le réveillent, lui annonçant que les casernes mutinées sont en pleine insurrection. Garcia Moreno réfléchissait alors aux moyens d'étouffer cette sédition quand le commandant Cavero se présente avec l'arrogance d'un révolté et lui intime de renoncer au mandat qu'il a reçu du peuple. Mandat qu'il a reçu du peuple on est dans la période du gouvernement provisoire. Jamais, lui répondit fièrement Garcia Moreno.
et comme le commandant Cavero se permettait de le menacer, « Assez, dit-il, vous pouvez briser ma vie, mais aucun de vous n'est assez fort pour briser ma volonté. » Et sur un signe de Cavero, le capitaine Palacios arrête García Moreno et le jette en prison en lui signifiant que s'il persistait dans sa résolution, le lendemain serait son dernier jour. Alors, débarrassés de leur chef, officiers et soldats se répandirent dans les divers quartiers de la ville pour se livrer au pillage, à l'ivrognerie, à la débauche. Il y avait un gardien qui veillait dans une chambre attenante à celle du prisonnier, García Moreno, et la première pensée de García Moreno fut de recommander son âme à Dieu. Puis, le serviteur d'un de ses amis fidèles, ayant obtenu, sous un prétexte quelconque, la faveur de l'entretenir un instant, il lui fit observer qu'il était facile d'escalader le mur de sa prison après avoir décellé les barreaux d'une fenêtre. Quelque chose de classique. Et une fois libre, il trouverait à la porte de la ville un cheval, tout scellé pour fuir. « Dites à votre maître, répondit le prisonnier, que je sortirai d'ici, non par la fenêtre, mais par où je suis entré. Et ces prévisions vont se réaliser point par point. Les gardes disparurent les uns après les autres, abandonnant toute surveillance à la sentinelle de l'intérieur, et puis, après quelques instants de réflexion, García Moreno s'approcha de cet unique gardien et lui dit d'un ton de juge, « À qui donc as-tu fait serment de fidélité ?»« Au chef de l'État, répondit le soldat, tremblant. Et il lui répondit, « Le chef légitime de l'État, c'est moi. Tu me dois donc obéissance et fidélité. Tes officiers sont des rebelles et des parjures. N'as-tu pas honte de leur prêter main forte et de trahir ainsi ton Dieu et ta patrie ?» Et le soldat, effrayé, tomba à genoux et demanda grâce. « Je te ferai grâce si tu veux m'obéir et accomplir ton devoir. » Et quelques instants plus tard, avec l'aide de ce brave militaire, il avait franchi non pas les fenêtres, mais les portes de la prison. Accompagné d'un fidèle général, il sortit donc de Riobamba et s'élançait à bride abattue sur la route de Calpi, où il avait donné l'ordre à ses partisans les plus résolus de le rejoindre sans délai. Et ils étaient 14 braves qui l'attendaient. Il leur suggère de reprendre le chemin de Riobamba pour ressaisir le commandement des troupes mutinées et châtier les principaux rebelles. García Moreno saisit le capitaine Palacios, qui était le grand fauteur de la rébellion. Il était à ce moment-là ivre et endormi. Il saisit les principaux bandits également, il les traîne sur la place où il installe un conseil de guerre composé de ses 14 compagnons, à cheval et armés jusqu'aux dents. Palacios comparait le premier, sans trop se rendre compte, puisqu'il était ivre, de sa terrible position. Condamné à mort, il répond à ses juges par des insolences, mais bientôt la voix sévère de García Moreno le rappelle à la réalité. Vous avez une demi-heure pour vous préparer à la mort. Palacios refuse le prêtre mis à sa disposition et à l'heure fixée, il est fusillé. En voyant tomber ses chefs, la soldatesque, aussi lâche qu'indisciplinée, comprit qu'elle avait un maître et tout rentra dans l'ordre. García Moreno éteignit donc l'incendie, mais il résolut de poursuivre les fuyards jusqu'à Mocha. Surpris dans leur sommeil, après avoir abattu la sentinelle, les bandits se virent entourés par une troupe nombreuse et n'essayèrent même pas de résister.
Il y eut comme résultat quelques blessés, quelques fuyards, 80 désarmés et garrottés expédiés à Riobamba sous la garde de 5 braves qui reçurent l'ordre de les fusiller à la première tentative de fuite ou de rébellion. Et García Moreno se croit maître du terrain. Mais non. On lui signale dans les environs une autre troupe de plusieurs centaines d'hommes. García Moreno lance ses compagnons contre eux, d'où des morts, des blessés. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a eu méprise. Cette troupe était composée non pas de pillards, mais de soldats fidèles, qui arrivaient d'Ambato pour combattre justement les insurgés de Riobamba. Après avoir pleuré la mort du malheureux chef et de ses compagnons, García Moreno continua la poursuite des révoltés, réussissant à en incarcérer 300 qui, leur peine terminée, furent réincorporés dans l'armée. Ainsi se termina cette tragédie qui aurait dû finir par un désastre, la tragédie de Riobamba. Mais le génie, la valeur d'un seul homme avait triomphé des traîtres, d'une armée en révolte et de la mauvaise fortune la plus opiniâtre. Brisé de douleur, à la pensée de l'anarchie qui désolait son pays, García Moreno revint donc en toute hâte à Quito pour activer les préparatifs d'une campagne désormais inévitable contre le pseudo-gouvernement de Guayaquil. Alors commencent les négociations et les batailles. 1859-1860. Pendant que García Moreno désarmait les insurgés de Riobamba, Castilla et Franco dévoilaient plus clairement leur projet. Mi-novembre, Castilla paraissait à l'embouchure de Guayas avec 6000 hommes. Le lâche Franco autorisait le débarquement de ses soldats étrangers, livrant ainsi au Pérou la clé de son pays. Et puis, pour colorer cette trahison, il signait le 4 décembre une convention avec Castilla à l'effet d'ouvrir des négociations auxquelles serait convié le gouvernement de Quito pour statuer définitivement sur les revendications territoriales du Pérou. García Moreno savait qu'aucune négociation n'empêcherait le démembrement de l'Équateur, parce qu'aucune considération ne les ferait renoncer à leurs plans ambitieux. Il fallait donc, selon lui, payer d'audace et répondre à la force par la force. Il envoya alors un renfort de 1000 hommes au camp de Guaranda pour surveiller les opérations de Franco. Mais évidemment, on ne pouvait, avec des recrues peu exercées, alors que les travaux d'armement commençaient à peine, on ne pouvait tenir tête à une armée régulière soutenue par toutes les forces d'un État étranger. Donc, García Moreno entretint ses collègues d'une pensée qui dominait son esprit, surtout depuis l'insurrection de Riobamba. Au sein de pareilles dissensions, de soldats sans discipline et sans mœurs, de traîtres prêts à toutes les félonies, l'existence même de la République lui paraissait menacée si on ne l'abritait sous le protectorat d'une puissance européenne. Et il nomma la France. Il ne s'agissait pas d'annexer l'Équateur à la France, ni d'en faire une colonie dépendante ou vassale, mais de se couvrir du pavillon français pour échapper à une invasion de pirates appelée au sac du pays par une horde de traîtres. Cette proposition resta cependant toujours à l'état de projet. Elle parut inefficace aux autres membres du gouvernement provisoire et de plus, au vu des dispositions du gouvernement français, irréalisable. Donc, l'idée de protectorat écartée,
le gouvernement provisoire, voulant épuiser tous les moyens de pacification, accepta la conférence proposée officiellement par Castilla et Franco au sujet de la délimitation du territoire. Et le 1er janvier 1860, les deux délégués du gouvernement provisoire, mis en rapport avec ceux de Franco, arrêtaient un projet d'accord stipulant que le gouvernement de Guayaquil, chargé dans cette circonstance de représenter tout l'Équateur, ne pourrait ni céder ni annexer la moindre parcelle du territoire à un gouvernement quelconque, et cela sous n'importe quelle formule ou prétexte. 2. Les démarcations des frontières tracées antérieurement resteraient jusqu'à nouvel ordre obligatoires pour les deux États. 3. Les doutes relatifs au terrain situé à l'orient de la cordillère seraient soumis à un tribunal arbitral. Et 4. Ces terrains déclarés neutres jusqu'à la délimitation définitive. Et les termes de cette convention furent acceptés sans difficulté par les représentants de Franco, reconnaissant qu'on ne doit jamais, dans l'intérêt de la paix, sacrifier la nationalité d'un pays. Là encore, on voit la force de García Moreno, qui commence par affirmer qu'il ne cédera rien. Mais cependant, la clause restrictive insérée dans l'accord déplut à Castilla. Il s'efforça donc de convaincre Franco qu'ils avaient été dupés tous les deux, ce qui n'était pas tellement faux. Franco entra dans une telle colère qu'il fit même jeter en prison les deux délégués, refusant de ratifier la convention. Et il leur promit la liberté s'ils biffaient de la convention la clause relative à l'aliénation du territoire. Les deux délégués, courageux, refusèrent d'outrepasser leurs devoirs. Franco allait céder peut-être à un accès de rage furieuse, mais sur l'intervention du chargé d'affaires de la Grande-Bretagne, il consentit à délivrer des passeports aux deux délégués en leur intimant l'ordre d'avoir à quitter Guayaquil dans les 6 heures. Ceux-ci rédigèrent une protestation sévère répondant aux menaces réitérées d'une invasion prochaine. Par cette conduite, disait-il, le général Franco violera les principes les plus élémentaires de la justice et entassera victime sur victime quand il est si facile de pacifier le pays sans recourir aux armes. Notre gouvernement décline la responsabilité d'une guerre qui va diviser nos forces en présence de l'étranger et proteste devant le monde entier contre l'inqualifiable politique du gouvernement de Guayaquil. Après un tel outrage à ses ambassadeurs, le gouvernement de Quito comprit qu'il fallait vaincre ou mourir. García Moreno démasqua donc devant tout le peuple la conduite inqualifiable de Franco. « Équatoriens, leur dit-il, les lâches seuls préfèrent la trahison à la guerre, l'intrigue à l'épée, l'infamie à la mort. Aux armes donc, pour défendre l'honneur, la nationalité, la patrie. Union et vaillance, la Providence nous protège et les peuples américains, nos frères, ne regarderont pas avec indifférence la lutte héroïque qui va s'ouvrir. » Donc, immédiatement après la rupture des négociations, Franco donne l'ordre au colonel Léon de gravir la cordillère avec 1 millier d'hommes. Il comptait d'autant plus sur la victoire contre le camp de Guaranda que depuis 2 mois, ses partisans avaient révolutionné l'importante ville de Cuenca, dont un de ses fidèles, le commandant Zerda, avait pris possession. Zerda n'avait qu'à combiner ses mouvements avec ceux du colonel Léon pour mettre entre 2 feux la petite armée de Guaranda
et l'écraser au premier choc. Mais c'était sans compter avec l'habileté de García Moreno. Afin de ne pas laisser à ces deux chefs le temps de se concerter, García Moreno se rendit immédiatement au camp pour prendre le commandement des troupes et haranguer ses soldats. Et stimulé par les paroles brûlantes de son chef, la petite troupe s'élança alors, le 20 janvier, à la rencontre de l'ennemi. Le colonel León s'était fortifié sur les hauteurs de Piscurco, attendant, pour commencer l'attaque, l'arrivée de Zerda et des renforts de Guayaquil. Donc il s'agissait de déjouer ce plan en lui livrant immédiatement bataille. Et au signal donné par García Moreno, les troupes se ruèrent avec fureur sur leurs adversaires, mais la position était tellement avantageuse que, malgré les efforts d'une audace plus que téméraire, elles ne purent les déloger de leur retranchement. Qu'à cela ne tienne, García Moreno résolut alors, en tournant l'ennemi, de tomber sur son arrière-garde, ses munitions et sa cavalerie. Et pour cacher cette manœuvre, il laissa devant Piscurco le colonel Davallos avec plusieurs compagnies d'infanterie et un escadron de cavalerie, pendant que lui, prenant à droite, se jetait sur le chemin d'Iagüí. Une pluie diluvienne inondait la route en ce moment-là et l'avait converti en un ravin boueux, au point qu'il fallut plus de 7 heures pour faire un trajet de 2 lieues. Enfin, vers 2 heures du matin, il rencontra l'ennemi, campé dans l'hacienda d'Iagüí, d'où, par une charge vigoureuse, il le délogea en 5 minutes. C'était assez pour le but qu'on voulait obtenir, et il y eut des pertes considérables chez l'ennemi, mis en déroute totale. De leur côté, le colonel Davallos et ses braves compagnons soutinrent, durant 3 heures consécutives, une vive fusillade. Une charge brillante de lanciers les rendit enfin maîtres du camp et détermina alors la victoire. L'occasion était excellente pour se débarrasser de tous les adhérents de Franco dans les provinces de l'intérieur. Et pendant que les troupes victorieuses rentraient au camp de Guaranda, García Moreno détacha quelques compagnies d'élite aux ordres du colonel Maldonado pour marcher là à la rencontre du colonel Zerda qui accourait de Cuenca, mais en vain, au secours du colonel León. Et le 7 février eut lieu l'affrontement. Le gros de la troupe, avec Zerda et bon nombre d'officiers, tombèrent dans les mains du vainqueur. Maldonado profita de son succès pour marcher sur Cuenca, qui était défendu par le colonel Ayarza, flanqué de soudards urbinistes qui avaient trempé dans toutes les révolutions. Le colonel Ayarza capitula et la province de Cuenca put suivre ainsi ses sympathies en adhérant, comme elle l'avait fait d'abord, au gouvernement de Quito. Restait à soumettre une autre province, la province de Loja, située sur les frontières du Pérou. La ville de Loja, hésitante d'abord, s'était rattachée au parti de Franco. Mais depuis le succès de ses adversaires, elle flottait entre les deux gouvernements. García Moreno se rendit lui-même à Loja et en 2 jours, il aplanit toutes les difficultés et la ville fit sa soumission aux acclamations de la province tout entière. Cette série de succès ne laissait guère au général Franco que la province de Guayaquil. Et García Moreno se hâta donc de rentrer au QG de Guaranda pour descendre les cordillères et se mesurer enfin à une action décisive avec Franco et Castilla. Et c'est alors la prise de Guayaquil en 1860. Après une année de pourparlers infructueux,
D'escarmouches sans résultat, il devint clair que la paix réelle et définitive ne serait signée qu'à Guayaquil. L'admiration pour García Moreno s'accroissait du mépris voué à Franco. Mépris qui devint même de la haine le jour où se consumma l'attentat préparé depuis longtemps. Le 25 janvier, 5 jours après sa défaite d'Iagüí, par un traité signé, ratifié et déclaré immédiatement exécutoire, Franco cédait au Pérou le territoire en litige. À la divulgation de ce traité qui stipulait la vente officielle du territoire, un concert de malédictions s'éleva contre Franco. Et García Moreno profita de ce mouvement d'opposition générale, de protestation générale, pour discipliner ses troupes, fortifier ses armements et préparer le dernier acte de cette longue tragédie qui le mènera à la présidence de la République. Avant d'affronter les canons de l'ennemi, il supplia Franco de revenir à des sentiments d'honneur. Il écrit à l'usurpateur la lettre suivante. « Général, le désir d'épargner le sang de nos frères me pousse à faire un dernier appel à votre patriotisme. La nation a fait des sacrifices très onéreux, mais absolument nécessaires pour défendre et son indépendance et l'intégrité du territoire. Pour défendre votre cause, vous avez versé le sang équatorien. Afin d'empêcher une nouvelle effusion de ce sang au profit du lâche et perfide Castilla, je vous propose un moyen honorable de terminer nos divisions. Il est temps, et il est plus que temps, de mettre un terme à cette guerre sauvage. Comme moyen d'en finir, je propose pour vous et pour moi l'exil volontaire. Si vous acceptez cette proposition, qui nous fournit le moyen d'assurer l'intégrité du territoire sans blesser votre honneur, je renonce à l'instant au pouvoir et je quitte le pays. » Franco entra en fureur à la pensée d'abdiquer la présidence, unique objet de ses convoitises. Il se répandit donc en injures contre García Moreno jusqu'à emprisonner le messager qui lui avait porté la lettre de García Moreno. Le 28 avril, un mois après la lettre à Franco, il s'adresse comme dernière ressource à tous les agents du corps diplomatique pour réclamer leur médiation collective et ne propose d'autre alternative que l'abdication de l'homme qui a signé le traité ou la guerre d'extermination. Avant d'en venir à cette extrémité, à laquelle García Moreno se dit pourtant suffisamment préparé, il propose l'abdication du général Franco. Non pas comme une condition humiliante, mais comme un moyen de salut, inspiré par le patriotisme et basé sur les considérations de respect et de fraternité que se doivent les habitants d'un même sol et les membres d'une même famille. Et pour que le général Franco ne regarde point cette abdication comme déshonorante pour lui, le gouvernement provisoire propose également son abdication, laquelle sera suivie de l'exil volontaire, pour un temps déterminé, de tous les membres des deux gouvernements. Au moment de l'abdication, il faudra nommer un chef chargé de convoquer une convention nationale. Pour ce faire, il sera proposé aux deux gouvernements de nommer conjointement le citoyen intègre, intelligent et impartial qui sera jugé digne du pouvoir suprême. Demande est faite de l'exclusion des gouvernants actuels, soit pour la présidence, soit pour n'importe quelle charge publique, et ces propositions sont faites pour éviter la guerre civile, pour contribuer au relèvement du pays. Réponse, Franco va résister, osant même réclamer l'expulsion de son antagoniste,
auteur, selon lui, de tous les maux qui pèsent sur l'Équateur. À l'occasion du 1er mai, qui fut le glorieux anniversaire de la révolution de Quito, sa rage ne connut plus de bornes. De partout arrivaient des protestations d'union au gouvernement provisoire, ainsi que des volontaires désireux de combattre avec leurs frères contre les persécuteurs de la patrie. Et pour empêcher ces désertions, Franco fit traquer les hommes capables de porter un fusil. On les conduisit enchaînés dans les casernes où plusieurs expirèrent sous les coups. La réaction de Castilla fut tout autre, par contre. Il comprit très bien la victoire morale que ses adversaires venaient de gagner devant les citoyens et devant les membres du corps diplomatique. Supposez maintenant que les colonnes de García Moreno attaquassent Guayaquil après avoir battu Franco, pourrait-il, lui, président du Pérou, exterminer cette armée victorieuse pour défendre un misérable que tout le pays repoussait avec horreur? D'autre part, lui convenait-il d'attendre les bras croisés, d'assister les bras croisés, en simple spectateur à la lutte qui allait s'engager? S'apercevant donc un peu tard de sa fausse position, Castilla donna l'ordre à ses troupes d'évacuer Guayaquil pour rentrer au Pérou. Castilla resta dans le port avec quelques divisions et une partie de l'escadre pour suivre les événements, conseiller son ami Franco, l'appuyer de ses canons si l'intervention du Pérou devenait nécessaire pour sauver le traité du 25 janvier. Et la situation s'éclaircissait, les forces des deux parties tendaient à s'équilibrer quand le gouvernement provisoire reçut un renfort aussi précieux qu'inattendu par l'arrivée au camp de Guaranda du vieux général Flores, je ne sais pas si vous en souvenez, qui était un ennemi de García Moreno. Exilé depuis 15 ans du pays, l'ex-président avait fait plusieurs tentatives pour y rentrer à main armée, Flores. Puis il s'était établi au Pérou grâce à la bienveillance de Castilla dont il était l'ami. Castilla lui demanda de soutenir Franco, mais le patriotisme de Flores lui fit refuser de livrer l'Équateur à Castilla. Il réprouva publiquement les prétentions du Pérou et le soulèvement militaire de Riobamba pour défendre l'indépendance, l'honneur et la dignité de la patrie. Et de plus, oubliant ses malheurs, ses longues années d'exil, ses ressentiments, il écrivit à García Moreno: « Dans les circonstances difficiles où vous vous trouvez, faites-moi savoir si je puis vous être utile, et je suis à vos ordres. » Et en recevant cette lettre, García Moreno oublia ses anathèmes d'autrefois contre le général Flores. Il ne vit point dans cet homme de guerre un rival qui venait, au moment de terminer cette mémorable campagne, lui dérober une partie de sa gloire. Il aurait pu le penser, mais il était catholique, et ça, il ne pouvait pas le penser. Il ne pensa qu'à remercier Dieu du secours providentiel qui lui ménageait au plus fort du danger, et se contenta de répondre à Flores: « Venez immédiatement et soyez notre général en chef. » Quelques jours après, les deux adversaires politiques, unis dans un même sentiment de patriotisme, s'embrassaient à la vue de toute l'armée, ivres de joie et d'enthousiasme. Flores prit donc le commandement des troupes, juste au moment où l'on avait besoin de ses talents militaires et de sa longue expérience des combats. Et un mois après son arrivée au camp de Guaranda, on apprit que Franco, avec ses soldats et ses canons, s'établissait à Babahoyo pour s'élancer sur les provinces de l'intérieur. Et les deux chefs décidèrent aussitôt
qu'on ne lui laisserait pas le temps de gravir la cordillère et qu'on irait le chercher dans la plaine. En attendant, il adresse aux habitants de Guayaquil et de Manabí une proclamation avec l'affreux tableau des misères qui ont couvert de deuil notre beau mais malheureux pays. Province humiliée et opprimée par une horde de bandits, trafic exécrable de l'honneur et du territoire, tyrannie immorale et sauvage, enrôlement sous peine de mort, guerre sans pitié à la propriété et à l'industrie, grade conféré aux criminels des prisons, licence d'une soldatesque sans frein, tout ce que l'immoralité peut inventer et le crime exécuté. Donc il les informe que leurs frères de l'intérieur ont pris les armes et il les incite à l'union. Mes amis, c'est sur la division des gens de bien que les méchants fondent leur puissance. L'union et la concorde seront dans l'avenir la solide garantie de l'ordre et le plus sûr présage de la prospérité de la patrie. Et le 28 juillet, avant de lever le camp de Guaranda, García Moreno s'adressa à l'armée en paroles d'une éloquence enflammée pour inspirer courage et confiance aux soldats. Guerre aux traîtres et aux bandits, guerre aux oppresseurs de nos provinces maritimes, guerre sans trêve aux ennemis de la patrie. Vous défendez la plus pure, la plus sainte de toutes les causes, la cause de l'indépendance nationale, de la justice, de la civilisation. Laissez nos ennemis s'amuser au souvenir des discordes des anciens jours. Laissez ces poltrons nous lancer leurs insultes pour se consoler de leur déroute. Soldats, je n'ai qu'un ordre à vous donner, marchez à la victoire. Et alors, le génie militaire de Flores et l'invincible audace de García Moreno étaient chose de bon augure pour marcher sur Guayaquil. Les deux posèrent en principe qu'on chercherait à surprendre l'ennemi et qu'on éviterait toute rencontre directe. Ce plan fut exécuté avec la plus merveilleuse habileté. Les troupes de Guayaquil formaient deux corps d'armée, l'un dirigé par Franco et l'autre par le général Léon. Voulant à tout prix empêcher encore une fois la jonction des deux généraux, Flores entreprit, par la même tactique, de tourner l'armée de Franco pour l'attaquer à l'improviste, et cela sans donner l'éveil au général Léon. Et afin de masquer ses intentions, il fit descendre une division à Bilovan, pendant qu'à la faveur de cette fausse démonstration, le gros de l'armée se dirigeait à marche forcée sur la route de Ventanas. Il fallait cependant échapper au général Léon, dont le camp n'était pas éloigné. Heureusement, les campagnards, dévoués à García Moreno, donnaient les renseignements les plus précis sur la position et les forces de l'ennemi, et ainsi, ce gros de l'armée marcha 16 heures durant avant d'arriver à Baba Hoyo. Et le 7, à 10 heures, commença l'attaque de Baba Hoyo. Surpris, la déroute fut générale. Après 2 heures de feu des batteries ennemies, Flores donna l'ordre à la cavalerie de charger les artilleurs. Franco, blessé, n'eut que le temps de se jeter sur un vaisseau pour aller cacher sa honte à Guayaquil. Après 3 heures de combat, García Moreno était maître de la place de Baba Hoyo. Grand nombre d'officiers et de soldats, 3 canons et quantité de fusils et de munitions, l'imprimerie du gouvernement, les salines de l'État tombèrent en son pouvoir. Et cette prise de Baba Hoyo avait évidemment mis le général Léon dans une situation critique. Pour se dégager, il descendit jusqu'à Zamborodón avec l'intention d'y embarquer ses troupes et de rejoindre Franco à Guayaquil. Mais Flores, qui l'avait deviné, se trouvait à Boca Corvina,
en face de Zamborodon, avec artilleurs et canons pour couler ses vaisseaux. Et le terrain balayé, il restait au vainqueur à forcer l'ennemi dans la forteresse de Guayaquil, où Franco préparait une résistance désespérée. Franco, de concert avec Castilla, réuni en comité, avec un certain nombre de mercenaires à sa solde, proclama Guayaquil ville libre et indépendante sous le protectorat du Pérou. Il fallait quand même avoir du culot. Il fallut un mois pour s'approcher de Guayaquil et camper à Mapasang en vue de la cité. Les deux chefs y établirent leur QG pour combiner les dernières dispositions à prendre avant de livrer le terrible assaut. Depuis quelques jours, Flores préparait ostensiblement un assaut en règle. Et de son côté, Franco disposait ses batteries de manière à foudroyer ses adversaires au premier choc. Ce fut l'assaut. Le général Franco, embarqué sur un vaisseau péruvien, laissait entre les mains de l'ennemi plus de 400 soldats, la plupart de ses officiers, 26 pièces d'artillerie, son armement et ses munitions. La prise de Guayaquil, qui terminait cette lutte de 15 mois, fut saluée par des acclamations qui retentirent jusqu'aux confins de l'Équateur. La prise de Guayaquil ayant eu lieu le 24 septembre 1860, fête de Notre-Dame de la Merci, il décréta que, je cite, « pour remercier la mère du divin libérateur, comme pour mériter son assistance dans l'avenir, l'armée de la République serait placée désormais sous la protection spéciale de Notre-Dame de la Merci, et que chaque année, au retour de ce grand anniversaire, le gouvernement et l'armée assisteraient officiellement aux solennités de l'Église. » Et nous arrivons à la présidence de García Moreno, 1860-1861, première présidence officielle. Durant 15 ans traversés, García Moreno a présenté, c'est évident, les qualités d'un chef d'opposition qui, pour délivrer sa patrie des tyrans libéraux, n'a cessé de combattre, on l'avait vu, par la plume, par la parole et par l'épée. On s'était débarrassé du pouvoir révolutionnaire. Il fallait maintenant restaurer l'édifice social, ébranlé jusque dans ses fondements dans cette Amérique du Sud, qui était une fille enthousiaste de la liberté, bercée pendant un demi-siècle au bruit des soulèvements militaires, des élections brillantes, des congrès orageux. Les républiques américaines étaient alors éprises de la souveraineté du peuple, on l'avait vu, du parlementarisme moderne. Alors comment un chef d'État, avec un peuple souverain, avec des chambres omnipotentes, comment un chef d'État pouvait-il arracher son pays à l'odieuse marâtre de 1789 pour le prosterner aux pieds de sa mère, l'Église? Grave question. Comment réapprendre à l'émanciper, tout fier des droits de l'homme et du citoyen, comment lui réapprendre ses devoirs? Donc la faible Équateur était moins accessible que tout autre État à cette tentative de restauration, parce que surveillé par les républiques voisines, jalouses les unes des autres, mais toujours prêtes à se donner la main pour soutenir les droits de la Révolution. Donc l'Équateur ne pouvait accepter la direction de l'Église sans soulever des tempêtes en Nouvelle-Grenade et au Pérou. De plus, à l'intérieur, tous les partis infatués des idées modernes crieraient à la trahison. Les libéraux ne voyaient dans l'Église qu'une esclave asservie à l'État, comme nous aujourd'hui. Les radicaux francs-maçons, une ennemie à détruire. Et les catholiques eux-mêmes hésitaient,
pour la plupart, entre les droits inaliénables de l'Église et les prétendus droits du peuple. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Partisans de la conciliation à outrance, ces catholiques s'ingéniaient à résoudre le problème de l'Église libre dans l'État libre. Donc García Moreno se trouve face à tout cela. Comment gouverner un pays avec une telle situation? Il avait pu rassembler tous ces éléments disparates un instant sous le drapeau de l'Union nationale. Mais, excellentes pour gagner une bataille, les coalitions présentent toujours de graves inconvénients. Le lendemain de la victoire, surtout. Chacun des partis se redresse de toute sa hauteur et demande sa part de butin, sinon même le butin tout entier. Outre les revendications de ses alliés, García Moreno avait aussi à craindre l'opposition violente du parti vaincu. Le triumvirat Urbina-Robles-Franco laissait quand même derrière lui des adhérents encore nombreux dans les administrations civiles et militaires, des phalanges de viveurs évincés ou qui tremblaient de l'être si un réformateur arrivait au pouvoir. Alors de cette conjuration des vicieux avec les ambitieux pouvait surgir un danger immédiat, celui d'une convention semblable à celle de 1845, qui déterrerait dans le clan libéral un nouveau roca pour exploiter l'Équateur. À cette époque, García Moreno n'était que simple chef du gouvernement provisoire, dont le rôle consistait à faire élire la Convention nationale qui devait donner au pays une constitution et un président. Si donc, après avoir renversé les révolutionnaires, il aspirait à réformer les institutions, c'était à lui d'obtenir, par son influence personnelle, une assemblée de représentants conservateurs et catholiques. Alors, sous la domination espagnole, l'Équateur était divisé en 3 grands districts ou départements: Quito, Cuenca, Guayaquil. Dès l'origine de la République, on statua que ces 3 districts nommeraient chacun 6 députés à la Convention. Avec cette égalité de représentation, Guayaquil, qui était un vrai nid de démocrates, trouvait moyen de faire échec à Quito, dont la population, composée en général de conservateurs, était 3 fois plus nombreuse. Et la jalouse Cuenca s'unissait volontiers à Guayaquil pour faire pièce à la capitale. De là, cette anomalie d'un peuple catholique toujours représenté par des libéraux ou des radicaux. Donc, à l'instigation de García Moreno, le gouvernement provisoire résolut de baser le nombre des députés non plus sur le nombre des districts, mais sur le chiffre de la population. Chaque fraction de 20 000 âmes aurait droit à un représentant au Congrès, ce qui portait évidemment un coup mortel à la suprématie révolutionnaire. Les radicaux le comprirent si bien qu'avec Pedro Carbo, qui était un démocrate avancé et gouverneur de Guayaquil, ils organisèrent un pronunciamento en faveur de l'ancien mode électoral, enjoignant ainsi au gouvernement d'avoir à se soumettre. García Moreno releva le gant par une lettre à Pedro Carbo, dans laquelle il le bat en brèche au nom de la souveraineté du peuple, et il en profite, l'arche sacro-sainte des républicains, souveraineté du peuple. D'autre part, jusque-là, le peuple formait des comices composés de 300 électeurs par district, qui nommaient ensuite les députés. Donc cette élection à 2 degrés
constituait une véritable oligarchie de classe dirigeante, en général beaucoup moins catholique et conservatrice que les simples paysans. Isolés dans ces montagnes, préservés des journaux, qui chaque matin viennent irriter les passions ou pervertir le bon sens, rien de nouveau, le peuple a conservé les habitudes de foi, d'ordre et de soumission. Dans les villes, au contraire, à part un petit nombre de familles où l'on garde précieusement le trésor des principes religieux et sociaux, le libéralisme plus ou moins révolutionnaire a envahi les lettrés. Voilà donc comment García Moreno va libeller le décret de convocation aux urnes. L'élection aura pour base le chiffre de la population. Toute fraction de 20 000 habitants nommera un député. L'élection sera directe et au suffrage universel. Est électeur tout citoyen de 21 ans, sachant lire et écrire. Point. À noter que, à ceux qui trouveraient mauvais ce recours au suffrage universel, il faudrait répondre que dans les pays réduits au régime parlementaire, je vous ai donné la situation du pays, le meilleur système électoral est celui qui, vu les circonstances, produit une majorité de catholiques et d'honnêtes gens. Comment des démocrates oseraient-ils invectiver contre un décret si flatteur pour le peuple souverain, leur idole? Ils invectivèrent cependant. Malgré tout, le peuple se rendit aux urnes. Et France Intox annonce « García Moreno est élu président ». Catastrophe. La victoire des conservateurs fut aussi complète que possible. Pour se venger de son échec, l'opposition démocratique eut recours à ses moyens ordinaires, la sédition et le poignard. Quelques jours après les élections, on découvrit le fil d'une conspiration contre le gouvernement. 3 individus malfamés, Cortés, Castro et Proano, avaient formé le projet d'assassiner García Moreno. À Guayaquil, il était alors à Guayaquil, ils avaient formé le projet de révolutionner les casernes et de proclamer Pedro Carbo chef suprême, ce démocrate avancé, gouverneur de Guayaquil. Appelé inopinément à Quito, avant le jour fixé pour l'assassinat, García Moreno échappa comme par miracle. Et sur ces entrefaites s'ouvrit la Convention, où García Moreno rencontra des dissentiments plus inquiétants pour ses grands projets que les conspirations des irréconciliables. L'Assemblée se composait d'une 40aine de députés, tous plus ou moins acteurs dans la croisade libératrice et pour acclamer García Moreno le héros de cette croisade. Mais jamais élément plus hétérogène n'avait figuré dans un parlement. Les collègues de Flores le firent nommer président du Congrès. Mais les vieux lutteurs de 1845 et les jeunes patriotes élevés dans l'horreur du florianisme dissimulaient à peine leur instinctive répulsion, d'où certaines batailles parlementaires. Et puis autour de García Moreno se groupaient certaines notabilités du Parti conservateur et catholique, et même quelques membres du clergé. La majorité des députés se composait de jeunes gens, dont la plupart avaient fait leurs premières armes et aussi leurs premiers pas dans la politique durant la période insurrectionnelle qu'on venait de traverser. Catholiques plus ou moins pratiquants, mais presque tous libéraux, exaltés, arrivant au Congrès la tête farcie des idées américaines sur la séparation de l'Église et de l'État et sur le système fédératif. Après la séance d'ouverture, qui eut lieu le 10 janvier 1861, le gouvernement provisoire rendit d'abord compte de ses actes à la Convention et lui remit ses pouvoirs.
García Moreno, chaudement félicité devant tout le peuple, fut nommé président intérimaire. On confirma le décret qui déclarait la Vierge de la Merci patronne spéciale et protectrice de la République. Cette unanimité fit cependant place à la discorde dès que s'ouvrirent les débats sur la révision de la Constitution. Et García Moreno désirait ardemment doter l'Équateur d'une constitution catholique. Seul moyen, je le cite, de moraliser le pays par l'énergique répression du crime et l'éducation solide des jeunes générations, de protéger la sainte religion des ancêtres, de réaliser les réformes que ni le gouvernement ni les lois ne peuvent obtenir par eux-mêmes. Mais au lieu de heurter les législateurs, incapables de le comprendre, il crut mieux faire d'ajourner à des temps meilleurs l'exécution complète de ses plans. Et il se borna pour l'instant, pour le présent, à écarter toute disposition de nature à paralyser l'action de l'Église. Le projet de constitution déclarait la religion catholique religion de l'État à l'exclusion de tout autre. Mais le vent était à la liberté des cultes. Les ridicules déclamations de séparation de l'Église et de l'État, jusque par certains ecclésiastiques, ce n'est pas nouveau, souleva le pays contre leurs auteurs. Scandalisé de voir l'abominable hérésie placée sur le même pied que la vraie religion des ancêtres, c'est le peuple qui fit entendre contre l'Assemblée des murmures significatifs. L'article fut maintenu. Dans les délibérations relatives au rapport avec l'Église et l'État, il réussit à briser certaines entraves qui gênaient plus ou moins l'action du clergé. Autre discussion à l'ordre du jour. L'Équateur conserverait-il sa forme unitaire? Ou se morcerait-il en petits États indépendants, reliés entre eux par un lien fédératif sur le modèle des États-Unis ou de la Suisse? García Moreno s'opposa énergiquement à la division. Et après des débats très orageux, la majorité se rallia au système unitaire. La Convention n'avait plus qu'à délibérer sur les droits constitutionnels du pouvoir exécutif. On rappela que le pouvoir exécutif n'est que le mandataire du peuple souverain. On voua les despotes aux dieux infernaux. On oublia que le gouvernement chargé de veiller à la sécurité de tous doit être armé de pouvoirs suffisants pour réprimer les perturbateurs. Et c'est d'une main parcimonieuse et comme à regret que les députés accordèrent au président les facultés nécessaires pour gouverner, même en temps de paix. García Moreno se contenta de demander pour le pouvoir une double garantie contre les menées des radicaux. D'abord, la ratification de la réforme électorale et ensuite la scission en deux parties de la province de Guayaquil afin de soustraire la plaine à l'influence désastreuse de la cité. Et on lui accorda ces deux points et l'ensemble de la Constitution fut voté. L'Assemblée mit alors à l'ordre du jour l'élection du président. Elle avait décrété que, pour l'avenir, le suffrage universel nommerait le chef de l'État, mais en se réservant l'élection actuelle. À l'unanimité des voix moins une, García Moreno fut élevé à la présidence de la République. Et France Intox se tut. García Moreno, curieusement, refusa d'abord le mandat qu'on lui offrait, alléguant avec raison l'insuffisance des pouvoirs octroyés au gouvernement
par la nouvelle Constitution. On comprend cette décision au vu de ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans quel État, comment pouvait-il gouverner dans la situation actuelle? Désarmer l'autorité en face de la Révolution, c'était, disait-il, décréter l'anarchie perpétuelle. Il finit cependant par céder aux instances de ses amis. Du reste, pour lui prouver leur bonne volonté, les représentants votèrent sous son impulsion plusieurs lois organiques. Ils décidèrent qu'un concordat, qu'on verra la prochaine fois, ils décidèrent qu'un concordat serait proposé au souverain pontife et mis à exécution sans attendre la ratification au futur congrès. Par cette porte qu'il lui ouvrait, le président allait, à leur insu, faire passer toutes les libertés de l'Église. Et puis on décréta aussi la réorganisation des finances de l'armée et de l'instruction publique. Somme toute, malgré les dispositions peu favorables de la Convention, García Moreno avait évité tout projet de loi contraire aux intérêts de l'Église et de l'État, et il avait obtenu un blanc-seing pour opérer des réformes qu'il jugeait nécessaires. Et nous terminons aujourd'hui par ces quelques réformes, avant de voir la prochaine fois le Concordat, pour apprécier la nécessité du coup de balai donné par García Moreno à tous les échelons de la hiérarchie. Il suffit de se remettre sous les yeux un principe 100 fois ou 1000 fois même établi par les faits. Le parti révolutionnaire, lugubre essaim de frelons bourdonnants et dévorants, n'a d'autre spécialité que de consommer sans produire. S'il s'empare d'un pays par coup de force ou par la sottise des électeurs, et Dieu sait si elle est grande, ce n'est point pour aider le peuple à mieux vivre, mais pour vivre à ses dépens. Sa tactique consiste donc à mettre la main sur l'Église afin de l'empêcher de crier « Aux voleurs !» et d'expulser des administrations des hommes honnêtes et consciencieux dont il convoite les plans ou craint les regards. Et puis, quand toutes les abeilles ouvrières et industrieuses d'un pays sont tombées sous l'aiguillon de ces parasites, la curée commence. Les frelons se faufilent dans les ministères, les préfectures, les mairies, les casernes, les tribunaux, les comptoirs, les banques, les agences financières, partout où l'on trouve à s'engraisser. Et là, ils dévorent le plus possible, avant qu'un autre essaim de frères et amis les force à vider la place. Et après 15 ans ou 20 ans de ce régime, un peuple, si riche qu'il soit, est rongé jusqu'aux os. Il se réveille un beau matin, sans religion, sans honneur, sans crédit, sans agriculture, sans industrie, sans commerce, sans finance, avec des milliers de dettes et la banqueroute à ses portes. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de semblable avec notre époque? Pour consoler le pauvre Job, les frelons, gros et gras, bourdonnent à son oreille quelques refrains monotones en l'honneur du progrès et de la liberté. Eh bien, tel était le misérable état auquel la Révolution avait réduit l'Équateur quand García Moreno prit les rênes du gouvernement, et tel est l'état de la France quand quelqu'un du même genre prendra les rênes du gouvernement. Pour infuser à son pays une nouvelle vie, il ne pouvait que s'entourer dans les services publics que de coopérateurs intègres, au risque d'affronter la haine d'une multitude d'individus dont il allait troubler la quiétude ou déranger les calculs. Son premier soin fut de s'associer à un personnel administratif irréprochable, laborieux, dévoué corps et âme. Il écartait donc impitoyablement des emplois les hommes incapables de les bien remplir. De plus,
les fonctions et services rétribués par l'État, jusque-là véritable sinécure, redevinrent des charges dont le titulaire ne toucha les appointements qu'après les avoir gagnés par un labeur assidu. Les employés de bureau restaient à leur poste de 10 heures à 17 heures. Le président exerçait lui-même un contrôle sévère et une justice si inflexible que les infracteurs au règlement, à n'importe quel degré de l'échelle administrative, étaient punis d'un renvoi immédiat. Il écarta ainsi du budget un grand nombre de rongeurs qui, naturellement, conservèrent une dent contre lui. Quant au département des finances, il lui fallait, pour exécuter les entreprises qu'il méditait, outre un personnel intelligent et actif, des finances prospères. Or, depuis 30 ans, jamais l'Équateur n'était parvenu à équilibrer ses recettes et ses dépenses. Depuis 30 ans. L'agriculture restait à l'état d'enfance, faute de routes, de bras et d'instruments aratoires. Le commerce se mourait à cause des révolutions incessantes et par la difficulté des communications avec l'étranger et entre habitants d'une même province. On avait vécu au jour le jour de la contribution des indigènes, puis des contributions forcées et par toutes sortes de brigandages avec des taxes exorbitantes. En attendant donc qu'une administration sage et progressive le mit à même de multiplier les sources de revenus, García Moreno établit une stricte économie dans les dépenses. Ainsi retrancha-t-il impitoyablement du budget tout crédit dont la nécessité ne lui parut pas suffisamment démontrée. Il réforma complètement l'administration financière. Il entreprit de faire la lumière dans les bureaux des finances. Avant lui, provinces, cantons, municipalités terminaient leurs comptes particuliers sans avoir à redouter l'œil exercé d'un vérificateur suprême. Donc, afin de régulariser les livres des comptes, García Moreno se condamna à l'ingrat et pénible travail d'une vérification générale de toutes les dettes contractées par l'État depuis l'origine de la République. Que de surprises entre registres trompeurs et créanciers trompés. Une Cour des comptes fut établie pour centraliser dans la capitale le contrôle de tous les employés. Les agents du fisc, déclarés responsables de leur gestion, comparurent chaque année devant ce tribunal, pour y remplir un compte détaillé de leurs opérations. En cas de négligence ou d'infidélité, le coupable était immédiatement jugé, condamné à l'amende et destitué. Le président révisait lui-même le travail de la Cour. Il destitua les fonctionnaires qui se prêtaient aux honteuses spéculations sur la misère publique. Il n'épargna pas non plus les contrebandiers, les employés concussionnaires qui détournaient à leur profit la principale source des revenus de l'État. Incorruptible financier, il donna à tous l'exemple du plus absolu désintéressement. Bien que sans fortune privée, jamais il ne voulut profiter des 12 000 piastres affectés au traitement annuel du président. Il faisait remise à l'État de la moitié de cette somme, consacrant le reste à des œuvres de charité. Et cette noble conduite ne put le soustraire aux rancunes, évidemment, des nombreuses victimes de l'épuration, entre guillemets. Fonctionnaires pris la main dans le sac et chassés sans miséricorde, parasites congédiés, paresseux forcés au travail, escrocs démasqués. Tout ce monde cria à l'intolérance, tout comme les libéraux qui trouvèrent sa justice trop
inexorable, pardon. Puis une réforme urgente de l'armée s'imposait à García Moreno, parce que la République se mourait de militarisme. Depuis les guerres de l'indépendance, les soldats disposaient du pays, des propriétés, du gouvernement lui-même et de la vie des citoyens. García Moreno jura d'en finir avec ce despotisme militaire. Sans délai, il édicta des règlements contre les sorties nocturnes, l'immoralité, le brigandage, et il fit jeter en prison tous les récalcitrants, officiers ou soldats. Alors, des complots déjà sourdissaient contre García Moreno, mais dès les premiers jours de son gouvernement, il montra aux émeutiers des casernes que les insurrections coûteraient très cher à leurs auteurs. Ce fut le cas du général Ayarza. Dompté par cette main de fer, l'armée rentra donc dans l'ordre. Et une fois en possession de ce triple élément d'action, un personnel dévoué, des ressources financières assurées, une force militaire suffisamment disciplinée pour maintenir la paix à l'intérieur, eh bien, il jeta alors les bases d'une civilisation chrétienne, dont il voulait doter son pays et qu'il regardait à bon droit comme la condition essentielle du véritable progrès matériel, intellectuel et moral. Le fondement de toute régénération, c'est l'instruction publique, qui, en pétrissant, pour ainsi dire, l'esprit et le cœur des enfants, prépare l'avenir d'une société. Les hommes de la Révolution le savaient si bien que leur premier soin fut de laïciser les écoles, sous le nom perfide de neutralité scolaire. Rocafuerte et Urbina avaient sécularisé les universités, les collèges, les écoles et même les séminaires. García Moreno veut réformer cela. Et dès 1861, il crée des écoles privées placées sous la direction de religieux enseignants. Et il fit appel aux congrégations françaises, les frères des écoles chrétiennes, les dames des Sacré-Cœur et les sœurs de charité, qui établirent dans tous les grands centres des écoles primaires et des pensionnats. Il rappela les jésuites qui avaient été expulsés, il les installa à Quito, dans leur antique maison de Saint-Louis, puis dans un établissement d'instruction secondaire, d'où sortirent bientôt des essaims non plus de profiteurs, mais de professeurs, pour fonder des collèges de Guayaquil et de Cuenca. La direction des hôpitaux fut confiée aux sœurs de charité et celle des prisons à des hommes spéciaux que le président sut animer de son esprit. Ensuite, il exécuta ce que personne, depuis les Incas, n'avait osé concevoir: construire un immense réseau de voies carrossables à travers l'Équateur afin de relier les villes entre elles, et le plateau des Cordillères au port du Pacifique. Et il entreprit ce travail de géant contre les 1000 obstacles que lui suscitèrent la paresse, l'égoïsme et la cupidité. Voilà. Monsieur Macron, prenez tout cela en exemple. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.